Alors, moi, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'était essentiellement trois idées, à savoir... Non, c'est bon, merci, c'est gentil. À savoir le nombre de... la première idée, trois idées. La première, c'est le nombre de NPS, l'importance du nombre de NPS, qui conduit à une forme d'affolement, à savoir que voilà, on va être submergé, etc. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence pratique, cette diversité de noms, non seulement le nom des molécules, mais d'une manière générale, comment on les appelle. C'est difficile du coup pour tous ceux qui veulent étudier le phénomène à les étudier, que ce soit pour faire des enquêtes, par exemple, choisir le terme exact, ou alors choisir le terme exact, ou alors ne pas poser des questions trop générales qui vont amener des personnes à répondre à faire des faux positifs, ce qu'on appelle des faux positifs. C'est une vraie soupe à l'alphabet qui pose des questions. Alors, c'est comme ça pour des chercheurs ou des professionnels qui veulent éclairer le phénomène, mais également lors d'une prise en charge où peut-être que ça ne vous concerne pas, mais par exemple quelqu'un qui va parler d'un cannabinoïde de synthèse et le professionnel en face ne va pas faire tilt lorsque la personne va évoquer la chose. L'idée essentielle pour moi à retenir là-dedans, c'est que l'importance de l'offre n'est pas équivalente à la demande. Donc c'est ce qui conduit certains professionnels à considérer que les NPS ne sont pas un problème de santé publique. Tout dépend du type de public avec lequel vous pensez, en fait. En tout cas, la multiplication des NPS, ça a un impact pratique sur la législation. Les pays, au début des années 2000, ils ont tous diversifié leur législation, à tel point qu'au bout d'un moment, l'Union européenne a dit « Ok, d'accord, vous êtes bien gentils, tous, c'est super tout ce que vous faites, mais on va renforcer un mécanisme commun. » Donc ils ont proposé une réglementation en septembre 2013 où il y a deux grands points qui font débat. C'est à savoir comment on peut les évaluer et les classer. Ou faire autre chose. C'est-à-dire, est-ce que l'on peut sortir du scénario à deux options, on classe ou on ne fait rien, ou bien alors on trouve une troisième voie possible. Donc voilà, donc ça fait débat. Ce qu'il faut avoir en tête là, en fait, c'est que cette réglementation, cette proposition de réglementation européenne, en fait, elle est déjà à l'œuvre dans les esprits depuis les années 97, où il y avait déjà exactement les mêmes ressorts. Et quelque chose qui est très critiqué envers cette proposition de réglementation, c'est le fait qu'elle soit portée essentiellement par une considération économique. Alors on va revenir là-dessus, et j'en viens sur mon dernier point, à savoir que sur cette législation, la grande manquante, c'est Internet. Et Internet, c'est le grand manquant de l'équation d'une manière générale lorsqu'on réfléchit au NPS, parce qu'on a tendance, à mon sens, quand je parle avec les gens, à sous-estimer ce que ça représente au point de vue socio-économique, la manière dont ça caractérise le phénomène à tout point de vue. Il faut se dire que, pourtant, quand on regarde l'histoire, dès le début, dans les années 60, les années 60-70, vous avez déjà des éléments, les événements principaux qui plantent le décor. Vous avez les textes de loi fondamentaux au niveau mondial, les conventions uniques, etc. Vous avez Shulgin et la MDMA, les premières expérimentations, machin, etc. C'est la New Generation, etc. Et vous avez la création d'ARPANET, qui est l'ancêtre donc d'Internet, et avec ce qui est identifié comme étant la première transaction qui s'est faite sur ARPANET, qui portait sur une petite quantité de marijuana dans le campus qui a vu naître Internet. Et ça, quand vous continuez, vous avez toujours comme ça des dates clés qui se répondent en fait entre le développement d'Internet et le développement de ce qu'on considère aujourd'hui comme étant les NPS. Et ça, la dimension d'Internet, je vous ai fait cette petite parenthèse historique parce que
par rapport, par exemple, à quelque chose qui nous tient à cœur à l'OFDT avec Trend et tous ceux qui collaborent avec nous, c'est quand on essaye de caractériser les profils d'usagers qui peuvent être intéressés qui peuvent être touchés par cette consommation-là particulière, c'est essentiel de prendre ça en compte. Il y a des valeurs propres au développement d'Internet que l'on retrouve à l'œuvre dans ces groupes-là de personnes, surtout si on regarde de près les forumers en particulier, et pas n'importe quel forumer, les forumers expérimentés aussi du côté du psychonautisme. Et Internet, c'est très important parce que c'est le vecteur de vente, bien sûr, Vincent l'a dit. Et plus que le vecteur de vente, avec les NPS, on voit émerger un modèle business, un nouveau modèle business avec des entreprises, de véritables entreprises qui ont une communication très agressive, qui font un lobby de vente d'usages récréatifs. Il y en a certains qui se sont constitués, par exemple, en syndicats. Ils ont toute une logique qui est différente du marché traditionnel. C'est un réseau atomisé et en même temps mondialisé qui ne relève pas de filières installées de la criminalité organisée telle qu'on la connaît. Et ils ont des coûts d'entrée qui sont différents que le marché classique, les produits classiques. Moi, j'appelle des produits classiques, à savoir héroïne, MDMA, cocaïne, amphétamine, voilà, et kétamine. Même si la MDMA, c'est un marché qui est un peu à cheval entre celui des NPS et les produits tradis, mais bon, passons. Ils ont des coûts d'entrée différents puisqu'ils utilisent le fret postal, donc ça coûte beaucoup moins cher que d'utiliser les voies maritimes, les ports, les camions, les voitures, etc., ou les êtres humains. Alors ça pose la question de cette dimension économique à travers Internet. Ça pose la question de l'adaptation, comment va réagir le marché classique, la criminalité organisée traditionnelle telle qu'on la connaît. Alors on a des éléments de réponse avec ce que l'on voit sur la MDMA en ce moment avec des comprimés fortement dosés, voilà, où ils se raccrochent au fait qu'on arrive à trouver des précurseurs. Donc du coup on peut rouvrir les voies à la circulation de produits classiques, on voit les teneurs qui augmentent, mais là je fais d'une manière générale sur tous les produits, mais là c'est une hypothèse de ma part. Il faut encore voir quelques années si cette tendance-là devient ferme ou pas. Mais voilà, ça serait une manière pour eux peut-être de répliquer, et puis surtout, ils répondraient avec les mêmes armes, mais non pas à la façon du marché des NPS qui est davantage dans une espèce de zone grise et qui essaie de trouver une légitimité en disant mais oui, mais on pourrait être réglementé comme l'industrie du tabac et de l'alcool par exemple. Eux, ils investissent Internet qui est un continent à part entière, et un continent qui n'a pas de fin, puisque c'est les personnes qui peuvent le créer et le détruire à volonté. Eux, ils investissent ce qu'on appelle le deep web, avec le côté sombre qui va avec, etc., et tout simplement des pages web qui ne sont pas référencées par les moteurs de recherche classiques. Et là, on a vu émerger, vous connaissez tous Silk Road, je pense, voilà, il y a eu une grosse publicité là-dessus. Silk Road, c'est un nom parmi tant d'autres de marchés qui existent sur le Deep Web. Et là, la nouveauté pour nous, là, aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est que depuis a priori, en tout cas de moi ce que je connais, ce que je vois depuis début 2004 à peu près, on a des plateformes francophones. Et là, ça change la donne. Beaucoup, parce que sur les forums, les marchés du Deep Web, vous êtes obligé un peu de communiquer. C'est pas comme quand vous allez sur un site de NPS, etc. Donc du coup, là, si c'est francophone, ça devient beaucoup plus facile d'accès. Et le Deep Web, donc c'est les produits traditionnels, et de ce que l'on voit, des produits traditionnels qui ont de très fortes puretés, qui sont quasi des teneurs très élevées, qui sont quasi pures. Donc voilà, là on commence à le voir à travers Synthèse, à travers les saisies douanières, à travers les observations ethnographiques de trains, à travers des témoignages d'usagers. Voilà. Donc un monde en évolution.
On peut pas dire aujourd'hui, ça sera ma conclusion, on ne peut pas dire aujourd'hui les NPS égale un phénomène de mode, ça va passer et ça ne nous concernera pas. Et on ne peut pas dire non plus ça va révolutionner totalement le marché des drogues. Les produits traditionnels restent les références clés, les étalons. Mais ensuite, c'est sûr que moi, les NPS, ça m'interroge beaucoup. Je m'interroge beaucoup à savoir comment les plus jeunes générations vont évoluer par rapport, notamment, tout simplement, aux cannabinoïdes de synthèse vendus avec des noms commerciaux. Voilà. Est-ce que tu t'es présentée, Magali? Est-ce que je me suis présentée? Non. Donc moi, c'est Magali. Bonjour. Et je travaille pour l'OFDT. Bonjour, bonjour Grégory. Je travaille pour l'OFDT au pôle Trend, donc tendance récente et émergente sur les nouvelles drogues. Je suis chargée de projet, je travaille sur Synthèse, qui est le dispositif de collecte de produits en France. Juste après, j'ai une utilisation qui vient juste après la CCM, mais là c'est Greg qui va prendre la parole là-dessus. Donc je travaille sur TRAN et puis sur le projet iTRAN, qui est un projet européen que la France mène avec 4 autres pays et qui est dédié justement à la thématique des NPS. Voilà. Merci, donc on passera aux questions après les interventions. Simplement un petit rebond sur Silk Road, j'ai mis la main en fait sur l'intervention d'un Espagnol de l'association Energy Control, le docteur Fernando, qui travaille en fait sur Silk Road directement puisqu'il fait de la réduction des risques sur les Silk Road. C'est un site qui se rapproche un peu de eBay, donc des petites annonces. Vous avez pas que des drogues, mais alors il a recensé lui 15 800 offres de stupéfiants, de drogue sur le site, donc c'est beaucoup. Et il y a aussi des forums associés au site de vente, et lui fait de la réduction des risques et de la prévention sur ces forums. Donc il a eu accès, parce qu'il connaît du coup les gérants du site, il a eu accès un petit peu aux données de ce site. J'aurais bien voulu vous les projeter, mais là malheureusement ça va pas être possible. Donc en gros, juste pour vous donner une idée, les ventes de nouveaux produits de synthèse existent, mais sont relativement faibles, peu importantes par rapport aux ventes de produits classiques. C'est-à-dire que là, j'ai les petites barres devant moi, donc en gros, quand vous avez ça de vente de produits, je peux même vous donner les chiffres. Sur les stimulants, par exemple, en dollars, vous avez donc en une année dans les 450 000 dollars de vente de produits stimulants classiques, donc cocaïne, speed, etc. Et vous avez à peu près 20 000, je dirais, dollars de stimulants NPS, donc éthylphénidate, etc. Donc ça vous donne un petit peu une vision. Lui, il en déduit qu'en fait, dans un environnement non contraint par la loi, puisque sur Silk Road, vous pouvez acheter indifféremment des NPS ou pas, les gens préfèrent quand même les drogues classiques. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est il s'est intéressé en fait à la taille des transactions et il s'est rendu compte que les transactions qui concernaient alors ce que je vous dis c'est quand même un peu du scoop, hein, il y a peu de gens qui ont accès à ces informations-là, donc c'est vraiment intéressant. Il s'est intéressé aux transactions de moins de 200 € et de plus de 200 €. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart des produits classiques concernent des petites transactions de moins de 200 €, donc a priori des consommateurs qui se fournissent en héroïne, en MDMA sur le deep web, tandis que pour les NPS, il s'agit de beaucoup plus grosses commandes, plus de 200 € à chaque fois. Donc ça sous-entendrait que ça serait plutôt des achats pour du trafic plutôt que pour de la consommation personnelle. C'est vrai qu'il y a un petit peu de trafic de NPS, on en voit vendu en tant que tel. Moi je travaille à Technoplus, dans le milieu des free parties on en voit parfois, mais ce qu'on voit surtout ce sont des arnaques, des produits, des NPS qui sont vendus en fait pour des produits classiques. Et là ça me permet d'introduire la transition avec donc la présentation de Greg. Voilà.